Trace de break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et de Kia Longueuil, en mouvement de génération en génération. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Trace de break. Je pense que là, vous allez être heureux et peut-être même surpris d'apprendre que ce gars-là, il y a une légende qui dit qu'il a appris à conduire des autos qui étaient encore aux couches. Je sais pas si c'est vrai, c'est une mythe ou une réalité. On va savoir, on reçoit le pilote Raphaël Lessard qui est avec nous autres. Salut Raphaël. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Yes, ça va bien. T'as fait de la route pour venir nous voir, c'est apprécié. Un petit... presque 4 heures. Je suis habitué de la route, là. J'en fais à tous les jours, là, fait qu'il n'y a rien, là. Ben, Pat, il va peut-être t'engager, parce que lui aussi, c'est son genre de semaine. On est parti du Saguenay matin, moi avec, évidemment. Fait qu'on a pas mal l'équivalent. Yes, exactement. Seule chose, il a rajouté une douane, Raphaël. Là. Ça, c'est la coche ultime. Une douane qui ouvrait à 9h, fait que ça retardait les... Qui ouvrait à 9h, je savais même pas qu'il y avait pas des douanes... Ben, ça cause c'est des petits chemins forestiers. Fait que c'est pas des douanes 24 heures. Là. C'est pas une douane normale. Là. Non. C'est fermé à la fin de semaine. C'est pas une guérite ou une barrière. Là. C'est un ruban. T'as un code à faire. Ouais, c'est tu ça. passes seul. Une ceinture de clous à terre, c'est quoi? Ben, les gars qui ont des permis de travail, là, pas comme le mien, puis c'est des investisseurs aux États, ben là, ils peuvent traverser, faire ouvrir la barrière, puis ils montent leur permis, puis c'est quasiment tout automatique. Là. C'est spécial. Là. C'est pas comme on voit quand on va dans le sud ou ben, quand on va aux États-Unis dans des grosses douanes normales. Là. Ben moi, mettons, je peux-tu traverser là? Oui, tu peux, mais juste citoyen. pour visiter, mais il n'y a rien à visiter à part des orignales. C'est pas connecté sur un réseau routier. Là. Non, un réseau routier de bois, là, c'est juste ça. OK, c'est différent. Hey, parlons un peu, pour les gens qui te connaissent moins, un peu de tes débuts. T'as commencé vraiment jeune, toi, à courir. Ouais, j'ai commencé dans une vraie voiture de course à 11 ans, à l'âge de 11 ans. Comment ça se peut? Comment ça arrive, ça? Ben, tu sais, j'ai grandi autour de mon père qui faisait des courses depuis longtemps. Il a toujours fait des courses sur la terre battue à l'Autodrome Chaudière dans le temps que c'était même pas asphalté. Wow. Après ça, des courses à obstacles. Mon père, on a toutes les cassettes de ses courses quand il était plus jeune. Fait que moi, je passais mes journées à regarder ça. La machine à cassette pour les mettre, là, elle était au-dessus de la TV. J'étais même pas assez grand. Fait qu'à tous les jours, je demandais à ma mère « Hey, ma, peux-tu venir me changer la cassette? » Fait que je les ai toutes appris par cœur. Puis là, j'adorais ça, regarder ça. Mon père, il a une compagnie de transport FRL Express qui a vendu maintenant. Mais j'ai grandi au travers des camions quand j'étais jeune. Je pense la compagnie avait été fondée en 2004. J'avais 3 ans. Puis à 9 ans, mon père m'avait assis en arrière du volant d'un camion. Dans la cour, on a une grande cour. Fait que là, il dit, garde, je vais te le montrer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il m'avait même pas assis en arrière de la voiture à ma mère ou de son pick-up. C'était le camion en partant. Fait qu'il dit, tu vas savoir si ça va bien dans un camion. Il dit, tu vas connaître tes distances. Puis après ça, tu vas embarquer dans une auto. Puis ça va être facile. Je dis, OK. Puis là, il m'avait montré comment atteler des remorques. Puis il disait, OK, là, l'aspect le plus dur, c'est des reculés. Fait qu'il dit, il y a des soirs, là, il me disait, ramasse ce trailer-là, recule entre les 2 autres trailers, puis je te dis rien. Fait qu'il dit, tu vas pouvoir venir souper, mais que ça soit reculé. T'avais quel âge, ça? 9, 10 ans, 9 ans. Donc. Fait que là, moi, je passais... T'as misère à le faire à 54 ans. Ben oui, là, je passais... une demi-heure, 45 minutes, là. Ah, j'ai pas viré le volant du bon bord, j'ai pas aligné le trailer du bon bord. Fait que là, j'ai ravancé. OK, là, maintenant, tu comprends dans ce temps-là? Tu sais, il te laisse à toi-même, puis tu veux pas briser rien. Fait qu'il me disait, quand t'es pas sûr, puis tu vois pas, tu débarques, puis tu vas voir. Fait que j'ai tout le temps commencé là-dedans. Puis là, après ça, à l'âge de ma fête de 10 ans,
cet été-là, j'avais demandé une chose à mon père, c'était d'aller faire du karting avec la famille au complet. Fait qu'on est allé à Château-Richer à Québec. Ouais, c'est super vrai. piste. Ouais, on a été faire du karting là. Puis mon père, il roulait super bien parce qu'il est un bon pilote. Ouais. Puis dans toute ma famille, ça avait terminé mon père, moi. Puis mon père, je l'ai vu tout le long de loin. Puis ma mère, elle avait pas fait la course, mais elle était dans les estrades. Puis quand elle a débarqué, elle a dit T'aurais dû voir Raphaël, c'était incroyable. Et elle a dit J'en reviens pas, première fois, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ça l'a comme allumé. Puis dans les classes locales à Vallée-Jonction, il y avait une classe qui s'appelait Kamikaze. T'achetais une petite Honda Civic, t'enlevais les vitres, tu mettais un bon siège de course, des bonnes ceintures, une cage autour pour que ça soit plus sécuritaire, puis t'allais courir avec ça. Fait que j'ai commencé là-dedans à 11 ans. Puis j'ai gagné ma 3e course à vie à ma fête de 12 ans. Mais voyons donc. Mais là, c'est une question qui peut être niaiseuse, mais on a le droit là, je le dis un peu tard, mais... À Vallée, oui. Ouais, mais Ok, c'est ça. ça dépend vraiment des règlements du circuit. Mais d'habitude, chaque circuit, faut que les parents signent une décharge pour dire Ouais. que la piste n'est pas responsable de ton enfant. Parce que Ok. c'est un enfant à cet âge-là. Fait que là, c'est ça que mes parents avaient signé avec le circuit. Puis tu sais, ils m'avaient évalué. J'étais allé pratiquer une journée avant. Puis mon beau-frère, Dominique Jacques, il avait gagné ces séries-là dans le passé. Il avait été champion, je pense, 5-6 fois de ces séries-là. Fait qu'il connaissait par cœur. Fait qu'il j'ai embarqué avec lui au début. J'ai fait quelques tours. Il m'a montré comment ça marchait. Puis là, après ça, mon père m'avait dit Je veux juste que tu sois de plus en plus vite à chaque tour. OK. Fait qu'il C'est l'exigence parentale. Moi, Pas je veux sois juste- prudent, mon c'est gars. ça. Vas-y Et slow au dis- début, mais Chris ralentit pas. Il dit Apprends, ça de plus en plus vite. Puis essaye des affaires. Il dit Découvre la voiture. Puis là, à ma première course, mon père, la seule exigence, c'était je veux que tu finisses sur le tour du meneur. Il dit si t'es dernier toute la course, je veux juste que tu finisses sur le tour du meneur. Finalement, je m'avais battu dans le peloton, mi-peloton toute la course. Ça avait super bien été. Fait que ça partit comme ça, là. Wow, c'est comme, on dirait que c'est comme un autre monde totalement. Mais là, à date, là, c'est-tu à Vallée que le monde entend parler de toi? Parce que moi, je suis au Saguenay, là, c'est là 10 ans. Ça veut dire que j'ai 31 ans, puis moi, j'entends ça, ce nom-là, sortir. Ouais. Ça passe aux nouvelles. Là. C'était avalé. Ben, c'est sûr que je dirais la première année, peut-être c'était des bouches à oreille, mais quand j'ai commencé vraiment à courir aux États-Unis, là, par exemple, t'as dû commencer à entendre mon nom un peu plus parce que c'était quand même... c'était rare des jeunes de cet âge-là, à 13 ans, qui couraient dans ces bolides-là. Là. Surtout au Québec, il n'y en avait pas. Mais aux États-Unis, tu voyais un petit peu plus ça. Puis mon père, il voyait, il y avait des séries américaines qui venaient à Vallée-Jonction puis à Montmagny 1 fois ou 2 fois par arrêté. Puis souvent, je me rappelle, je me faisais poser avec des gars qui couraient des Super Lane modèles, qui 650 forces à 14 ans. Il est aussi grand que moi. Fait que c'était capoté. Mon père, il a vu ça, il a dit « Hey, c'est possible de faire ça. Là. Au Québec, on voyait moins ça souvent, à part le karting et ces choses-là. Là. Fait que c'est de même sa partie. Là. Mon père, il a teinté derrière moi. Ma 2e année aux courses, j'ai coursé contre lui. Fait que dans la même série, on a fait une saison complète, un contre l'autre. Lui, il avait sa voiture, moi, j'avais ma voiture en série Sportsman Québec. Fait que ça a été une année assez incroyable, mais on en avait pris un petit peu trop sur nos épaules parce que je coursais encore avec ma 2e voiture, une Honda Civic. Puis je faisais la série Sportsman. Puis mon père avait sa voiture, fait qu'on avait 3 voitures à gérer à toutes les fins de semaine. Fait que La mécanique, l'entretien, ça finit plus. Ouais, puis on avait du monde pour nous aider, mais pas assez. Fait que là, des fois, là, mon père, surtout, il négligeait la sienne pas mal. Oh! Ouais, mais après cette saison-là, mon père a dit « OK, là, c'est le focus, c'est sur Raphaël », puis il a tout vendu, ses voitures, là. Quand même. Puis ça s'est passé comment, les résultats de cette saison-là, toi et ton père? Mon père a fini meilleur au championnat, mais j'étais pas si loin en arrière, puis il y a, je pense, 2 courses ou 3 que j'avais fini en avant de mon père. Quand même. Ouais. Mais à un moment donné, mon père il était tellement focus sur moi que d'habitude, c'était ma soeur Anne-Marie qui se portait, dans le fond, qui parlait d'un micro à mon père. Puis là, elle était bonne, fait qu'elle était devenue mon spotter à moi. Puis là, mon père avait personne, fait que là, ma mère est devenue le spotter à mon père. Puis là, mon père, durant la course, j'étais en arrière de lui un petit peu plus loin. Là, ça allait bien. Une course à Montmagny, je pense que c'était ma 2e ou 3e course de la saison. Là, mon père, il demandait à ma mère, il dit où Raphaël, il va comment? Ma mère, elle a répondu ce coup-là, t'es mieux de regarder en avant parce qu'il s'en vient de passer. Ouais.
Puis t'as-tu senti une grosse différence quand, quand ton père a décidé de quitter la course puis de se concentrer juste sur toi? Ouais, T'as-tu senti le push? Ouais, c'est fort? sûr, Criff, parce que là, le focus était 100% sur moi. Puis, tu sais, veux pas, le budget de course qu'on avait le budget qu'on s'était établi pour aller aux courses, ben, il était pas divisé à moi et mon père. C'était vraiment, les ressources étaient toutes focusées sur moi. Fait que là, tu sais, on avait des gens qui connaissaient ça, les voitures, qui étaient bons pour les suspensions, les travailler, les setuper, qui travaillaient pour nous. Fait qu'on était comme un peu notre petite écurie à nous autres. Puis l'année suivante, on a commencé à rouler aux États-Unis. Fait que là, on s'en allait aux États-Unis à des pistes qu'on n'avait jamais vues de notre vie. Une série qu'on connaissait pas, avec du monde, des gars qui travaillaient sur la voiture, qui avaient de l'expérience, mais pas vraiment dans ce circuit-là. Fait que là, tout était nouveau. Moi, c'était nouveau pour moi. J'avais pas d'expérience. Fait que ça a été une année vraiment beaucoup d'apprentissage. Puis j'avais quand même eu des bons résultats à quelques reprises. Fait que c'est là que je me suis fait repêcher par l'écurie David Gillen Racing. C'est après cette année-là, en 2000... Dans le fond, ça, c'est l'année 2015 que j'ai fait mes débuts aux États-Unis. Puis après ça, David Gillen Racing m'ont pris pour 4 courses cette année-là. Comment ça se passe? C'est eux autres qui cognent à la porte et disent « Hey, le jeune, on Ben, trouve bon? » Dans le fond, nous, mon père, il me regardait aller puis il voyait que c'est pas faisable d'être performant nous-mêmes parce qu'on n'était pas assez du monde qui connaissait ça, les voitures, puis comment toutes les préparer, ces voitures-là. Fait que là, il dit, pour être performant, faut aller chez les meilleurs. Puis Robert Desrosiers, qui avait été l'agent de Patrick Carpentier, je l'avais rencontré, puis là, il a dit, hey, on va travailler ensemble. Fait que lui, il avait encore des contacts dans le monde du NASCAR. Fait que là, on a été rencontrer David Gilliland, que lui, son fils, Todd Gilliland, qui est en Cup Series maintenant, lui, il commençait... David, il venait d'acheter des voitures pour son gars. Fait que là, il a dit, j'en ai des voitures, fait qu'on va l'essayer, Raphaël. On va faire une coupe de course cette année ensemble. Puis c'est là que j'ai été pratiquer une journée de temps à Columbus, Ohio, avec David. Lui, il essayait la voiture, j'essayais, puis on comparait nos temps. Je regardais qu'est-ce qu'il faisait, fait que j'apprenais. Puis là, cette journée-là, il a dit, Raphaël fait partie de la famille. C'est là que ça a parti. Puis l'année d'après, en 2016, ben, j'ai tombé de temps plein pour eux. Aïe, aïe. Fait que là, ta vie change automatiquement là, quand tu... Ouais, là, t'es rendu... T'as quel âge à ce moment-là? Là, en 2016... Ça fait 14 ans, Incroyable. 2016, début de l'année 2016, que j'ai commencé temps plein pour eux, j'avais 14 ans. Puis ma fête, c'est en plein milieu de l'été, le 5 juillet. Tu fais quoi avec l'école? Tu finis? Ouais. Non, c'est pas fini avec mes parents. Ma mère, surtout, c'est hors des questions que ça soit fini. Fait que, il y a une partie, je m'étais mis à faire des cours en ligne, mais pour avoir tous mes crédits, il fallait que je sois présent à l'école quand même. Fait que là, j'ai fait toutes mes années au secondaire, là, je manquais la moitié de l'école. La moitié de l'année de l'école. Puis toutes les fois que j'étais à l'école, c'était récupération de midi. On essaye là, de tout arranger ça partout. Ma soeur est prof de français. Ben là, était prof de français au secondaire. Puis elle m'a beaucoup aidé parce que le français, c'était pas ma tasse de thé. Mais tu sais, j'étais bien entouré. Puis il y a souvent du monde. On a connu des gens à Saint-Joseph, la ville où j'ai grandi, qui venaient se porter en aide. Là, tu sais, hey, Raphaël, comme il y a une prof de maths que j'allais voir après mes cours le soir, puis là, elle essayait de m'avancer le plus vite possible là, pour me rattraper. Là. Puis, tu sais, au travers de ça, je parlais pas un mot anglais. Fait que là, j'essayais d'apprendre. Fait que là, le mardi, mercredi, j'allais suivre 2 heures par soir de cours d'anglais avec une madame à Sainte-Marie après l'école. Puis... OK, fait que toi, t'avais un horaire de... 95% d'efforts pour 3, 4, 5 courses. Ouais, Est-ce que toi, tu pelles par en arrière, toi, là, même pas par en avant? Là? Ben, c'était tout le temps au fond. Là, mon horaire, c'était... Mes parents, ils étaient tout le temps sur la route pour venir me porter parce que j'avais pas mis licence encore. Fait que c'était une place à l'autre, tout le temps. Puis mon père, lui, c'est un camionneur. Et il a tout le temps été camionneur. Il a ses compagnies de transport. Fait que faire de la route, là, on partait. Si la course était le samedi, en Caroline du Nord, ben, on sautait dans le pick-up le vendredi après-midi. On montait, puis après la course, on redescendait. OK. On couche pas à l'hôtel, là. C'était rare. Le soir de la course, des fois, on pouvait, ou le soir avant la course. On arrivait là-bas le soir, on couchait à l'hôtel.
faisais la course, puis des fois, il faisait 40 degrés, puis je reprenais une douche 24 heures plus tard quand je rentrais à la maison. C'était fou, là, mais après, quand c'est devenu plus sérieux, là, je me suis mis à rester. Quand l'école finissait, je restais chez le gérant de l'équipe, David Galen, 6 mois par année. Chez eux, ils m'hébergeaient. Fait que là, j'étais aux États-Unis, puis ça me permettait d'apprendre l'anglais puis d'être proche de l'équipe aussi. Mais justement, conduire des stock cars, c'est des autos où est-ce qu'il fait extrêmement chaud à l'intérieur. Ouais. C'est physique énormément. La plupart des gars, ils se sont entraînés toute la semaine, sont en forme, ils ont leur coach, le nutritionniste, envoyé donc. Toi, tu finis ta semaine d'école que tu as fait de l'overtime, une affaire épouvantable. Tu conduis de nuit à tout croche sur le banc de camion à essayer de récupérer un peu de sommeil, puis tu te bats dans la même course avec les mêmes autos contre ces gars-là. Comment tu fais pour performer? Ben, je te dirais, tu sais, quand t'es en arrière du volant, c'est ça, n'importe quel sport que tu fais, dans le moment, t'as tout le temps une petite dose d'adrénaline qui est capable de t'aider. Mais des fois, c'était rough, là. Des fois, les heures dans le pick-up, là, à monter aux courses, si ça serait à refaire, je pense qu'on prendrait l'avion un petit peu plus souvent pour être plus performant. Mais tu sais, mon père, c'est un gars qui travaillait puis qui dormait pas beaucoup la semaine toute sa vie. Fait que là, lui, il disait, c'est bien normal, là. Let's go, ah ouais, le jeune. On est capable d'en prendre. T'es capable d'en prendre. T'es jeune, moi, ton âge, je dormais pas trop. Mais à cette heure que j'ai été suivi par des coachs puis des gens dans le monde du sport qui sont c'est des professionnels, dans le fond, j'ai appris énormément que peut-être que on aurait dû sacrifier, prendre l'avion ou juste moi, ou trouver une manière de peut-être acheter, au lieu de se promener en pick-up, il y a des petits Winnebago qu'on aurait on aurait pu prendre ça, puis j'aurais pu dormir au moins dans un lit, pas assis tout croche, là. Mais, tu sais, c'est... L'entraînement, par exemple, j'ai joué au hockey longtemps quand j'étais jeune, dans le 3A, puis, tu sais, c'était... On était sur la glace à tous les jours. Fait que la discipline, je l'avais. L'entraînement, je suis un gars qui aime s'entraîner puis faire attention à ce qu'il mange. Fait que j'ai toujours essayé de m'entraîner quand même si l'horaire était chargé, trouver un moment. Parce que les courses que... Ici, la température, des fois, en été, c'est chaud. Mais quand tu arrives dans le sud des États-Unis, là, c'est insupportable des fois. Fait que si je m'aurais pas entraîné, j'aurais pas toffé des courses. Puis j'en avais des fois qui arrivaient des coéquipiers qui arrivaient de la Californie où la température est beaucoup plus sec. Fait que quand ils arrivaient à l'humidité du sud des États-Unis, là, ils pouvaient perdre connaissance, coup de chaleur en plein milieu de la course, puis ça marchait pas. Fait que ça, moi, je m'étais dit, c'est la dernière affaire que je veux qu'il m'arrive. Parce qu'au prix que ça coûte courir là, ici, puis la chance que j'ai d'être ici, c'est pas vrai que je vais finir une course parce que je suis plus capable. J'ai plus d'énergie. Ça, c'était hors de question. Ouais, puis j'imagine que tes parents font tellement d'efforts c'est ça. pour que toi, tu réalises tu sois dans ton sport, ben, que j'imagine que ça te mettait une certaine pression. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'était pas juste la pression des parents, t'avais beaucoup de monde. Ça coûtait beaucoup d'argent, mais j'avais du monde autour de moi, des investisseurs, un groupe de gens d'affaires du Québec, un peu partout au Québec, qui m'aidaient. Fait que ça, tu veux pas être de savoir. Il y a tout le temps la pression de hey, je veux qu'il continue de m'aider. Fait qu'il faut que je performe. Puis il faut que j'agisse en tant que professionnel. C'est tout le temps ça. Fait qu'on essayait là, de m'apprendre ça dès mon jeune âge. Là, puis... Mais aujourd'hui, avec le recul, tu trouves-tu que c'était trop de pression pour un kid de 14 ans? Ben, c'est sûr que si ça serait recommencé avec l'expérience que j'ai là, peut-être que je me mettrais moins de pression puis je dirais, regarde, on y va go with the flow un peu plus. Là, on profite. Là. Puis des fois, c'est là que tu performes le plus. Quand t'as pas le stress, c'est incroyable parce que... Ouais, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, je me dis qu'à cet âge-là, tu t'en rends moins compte un peu de tout ce qui est entour, toutes les conséquences qu'il peut avoir si tu manques ton coup, là. Mais tu sais, c'est... T'es moins conscient de tout ce qui t'entoure. C'est l'expérience qui te donne ça. Puis... Ouais, c'est ça. Mais tu sais... ça sera recommencé comme dans n'importe quelle chose dans nos vies. Je pense qu'on a toutes des affaires qu'on se dit, hey, avoir l'expérience aujourd'hui, ça aurait été différent. Mais tu sais, j'ai pas de regrets. Puis ça a été. Ça m'a. Je pense que ça m'a rendu plus tough, là, toute cette pression-là. À cette heure, les courses que je fais, ou peu importe dans n'importe quelle chose qui arrive dans ma vie, de la pression, c'est normal.
OK. Ça m'a solidifié. Là, après ça, donc, mettons qu'on fait un petit bilan. Tu as 14 ans, tu es aux États-Unis les étés, particulièrement, avec l'équipe. Tu es resté avec cette équipe-là combien de temps? 2 ans. J'ai fait 2 ans. Dans le fond, la saison 2016, j'ai commencé à 14 ans. J'ai fait un championnat de la Cars Super Late Model Tour. C'était un championnat de 10 courses. Puis j'ai fait un total de 22 courses, je pense, cette année-là, avec David Gilliland. Puis un championnat complet qui était de 10 courses. J'ai gagné 4 courses sur les 10. Quand même. Avant même d'arriver à la dernière course, le championnat, je prenais le départ et le championnat était gagné. Puis ça, c'était à l'âge 14-15 ans. Fait que là, j'ai fait cette année-là. On a décidé de rester avec eux en 2017 aussi. Puis après ça, là, j'ai sauté en 2018 en Super Late encore, mais avec un écurie contre qui je compétitionnais, ça faisait 2 ans, l'écurie de Carbouche. Fait que lui, il m'avait spoté, ça faisait 2 ans. Quand j'ai gagné mon championnat, je compétitionnais contre 2 de ses voitures. Puis souvent, c'était Christopher Bell, qui est en Cup Series présentement, un des meilleurs. Ouais. C'est lui qui conduisait sa voiture. Puis souvent, c'était moi puis lui qui était en avant. Puis ça t'est arrivé une course, là, ma 2e course dans cette saison-là. J'avais pas d'expérience. Puis j'avais tout fait pour essayer de dépasser Bell, mais il me retardait, mais il y avait tellement d'expérience qu'il me bloquait. Il jouait dans ma tête, là, mais moi, je ne savais pas. Fait que là, j'ai pas été capable de le dépasser, mais à ce moment-là, c'est Carbush, il avait appelé Toyota, parce que Toyota Racing Development m'avait signé la course d'avant. OK. Puis j'étais comme dans leur groupe de pilotes, là. Fait que là, Carbush avait appelé Toyota, puis il avait dit, ce jeune-là, je le veux là. Puis Toyota avait dit, ça sera pas l'année prochaine, ça va être l'autre. Fait que ça, c'était 2018. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Fait que, en 2018, ben, j'ai coursé pour Carbouche toute la saison en Super League. Mais ça représente quoi être dans le groupe, l'équipe Toyota Racing Development? Ben, Toyota Racing Development, pour moi, c'était très très bon parce que il aidait un petit peu monétairement, mais c'est surtout qu'il amenait un support autour, comme quoi que, tu sais, nous, on était du monde du Québec qui connaissent pas trop les courses non plus, le monde du NASCAR. Fait que eux, avec tout le contact, ils étaient capables de nous structurer, de nous monter une structure pour dire, hey, si les fonds suivent, ben là, cette année, c'est ça qu'on envisage pour Raphaël. Si tout va bien, ben là, il va faire tant de courses en ARCA après ça. Si tout va bien, puis nous, on va essayer de backer un petit peu monétairement. Puis si vous autres, vous êtes capables d'arriver avec le reste de l'argent, ben là, c'est ça les étapes. Fait que là, tu sais, ils nous montaient une structure. Fait que c'était très bon, là. Puis à ce jour-là, j'étais le premier Canadien, puis le plus jeune de leurs pilotes signé. Ouf. Ouais, à 14 ans. Tabarouette. Fait que c'était une grosse étape, là. Puis déjà, au niveau marketing, souvent, aux États-Unis, ils vont privilégier des pilotes américains. Ouais. On s'entend que Robert Smith, c'est plus winner que Raphaël Lessard aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Fait que d'avoir réussi l'exploit qu'ils viennent te chercher malgré le fait que tu es Canadien, c'est vraiment impressionnant. Ouais, exactement. Puis tu sais, je pense que c'est vraiment cette année-là, là, ça a été une de mes meilleures années. Là. J'arrivais vraiment pas d'expérience, puis je me suis mis à gagner tout de suite. Puis la voiture, David Gilliland Racing, cette année-là, est en pleine croissance. Fait qu'eux avaient beaucoup de choses à prouver. Puis j'étais leur pilote numéro 1. Puis ils m'ont donné des voitures incroyables toute l'année. Fait que moi, je livrais la marchandise avec tout ça. Fait que ça a été une année incroyable, là, le championnat. J'arrivais à d'autres courses en dehors du championnat, les gros 400 tours, là, des courses de 400 tours, des Winchester, Snowball Derby, All-American 400. Puis je performais extrêmement bien. Winchester, j'ai leadé. Puis William Byron était dans la course. Je l'ai passé pour prendre le lead. Puis c'était vraiment une année de rêve cette année-là, là. Puis c'est là que Toyota ont vu ça. Puis hey, on peut pas passer à côté de ce jeune-là. Parce que là, c'est là que peut-être Chevrolet serait arrivé aussi dans le décor. Puis là, il m'aurait peut-être backé aussi. Fait que là, eux autres se sont dépêchés. Puis David Gilliland, lui, c'était une équipe qui bâtissait. Fait que là, il s'est comme servi de ça aussi pour signer avec Toyota de son bord. Puis d'avoir d'autres pilotes que Toyota envoyait pour faire grossir son équipe. Ah, quand même. C'est comme win-win, dans le fond. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai servi beaucoup à la croissance de l'équipe David Gilliland, qui est maintenant une équipe Tricon en Truck Series, qui ont 5 trucks à temps plein.
Puis moi, j'étais arrivé dans cette écurie-là, il y avait une voiture, puis c'était moi. Hein? Fait que eux, ils m'ont aidé à grossir parce qu'ils m'ont fourni des très bonnes voitures. Puis moi, ben, je performais avec les voitures, fait que la crédibilité était là des deux bords. Kyle Busch, c'est un extraordinaire pilote. Moi, c'est un gars que j'adore voir piloter, mais il est réputé pour avoir un pas pire caractère. C'est comment, est-ce que tu es intimidé quand tu le rencontres? Puis 2, c'est comment la vie de tous les jours avec lui? Ben, sérieux, là, c'est surprenant. Le monde pense tout qu'il est vraiment spécial puis il est pas parlable, là, mais moi, au début, je n'avais peur quasiment. Là, j'étais stressé. C'est comme voir Sidney Crosby en avant de moi. Là. Intimidé, là. Ah ouais, tu sais là, pas. en plus, Tu veux même pas te parler. Là. T'es gêné, les mots sortent pas. Moi, mon anglais était pas bon, fait que les mots sortaient pas. Là. Fait que là, mais quand tu te mets à le connaître, sérieux, puis s'il t'apprécie, puis il voit que t'es travaillant, puis que t'écoutes ses conseils, puis t'es appliques, hey, il va tout faire pour essayer de t'aider. Moi, j'ai vraiment tombé avec lui, qu'on s'est super bien entendu. Mais tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on voit à TV, c'est pas qu'est-ce qu'on voit en personne. C'est une très bonne personne. Puis, il est quand même très généreux parce qu'avec moi, il a fait des choses que, tu sais, côté monétairement, des fois, ça arrivait plus sérieux. Puis, il nous donnait un slack. Là, et pour surtout la saison de truck que j'avais faite avec ma victoire à Talladega, ben, je te dirais que cette année-là, on rushait pour trouver les commandites. Fait qu'il était pas trop dur avec nous autres comme il aurait été avec d'autres. Puis moi, j'ai embarqué dans son jet privé. Quand je suis revenu, on allait tester. Là. Il apportait sa voiture Superlay. Moi, il y avait ma voiture Superlay. Il mettait des systèmes d'acquisition de données sur les voitures. Puis là, il disait, Raph, embarque dans ma voiture. Là, il regardait. Là, lui, il embarquait. Il regardait toute ma façon de piloter. Comment que je virais le volant comparé à lui. Comment de pression, de livre de pression, je pesais sur les freins en entrée de virage comparé à lui. J'accélérais à quelle vitesse comparé à lui. Tu sais, on voyait tout, puis il me montrait de A à Z. Là, il était là, hey, tu devrais peut-être améliorer ça. Hey, essaye ça. Là, il me posait des questions. Pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai posé des questions. Moi, je fais ça pour ça. Toi, tu fais ça pourquoi? Puis là, il m'a appris énormément. C'est comme dans l'université, ça. C'est exactement. Un bac. Exactement. Puis ça, c'est vraiment lui qui m'a appris que c'est pas rien qu'un pilote de course, c'est pas rien que piloter. Faut que tu sois capable de décrire ta voiture pour demander à ton équipe c'est quoi tu veux, c'est quoi que la voiture a besoin. Puis lui, j'ai tellement resté bête. La première fois qu'on a testé ensemble puis qu'il était à la piste avec moi, la première fois qu'il a sorti de la voiture puis qu'il a décrit la voiture, on aurait dit qu'il parlait de ses pieds, ses mains. On aurait dit que la voiture était son corps. Il sentait tout. Il était capable de dire sur un circuit ovale, ma roue en sortie de virage, ma roue en arrière gauche spin plus vite que ma roue en arrière droite. Oh boy. Toutes des affaires qui sentaient que moi je capotais. Mais non, ça se peut pas. Puis tu sais, les voitures Superlate, c'est des voitures qui sont quand même dures à filer comme il faut parce que c'est des voitures qui sont sur les bump stops, on appelle. Fait que la suspension est super molle, puis elle est accotée sur les bump stops. Fait que la voiture, là, elle va être à 1 cm de la piste partout. OK. Fait que des transferts de poids, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Fait que sentir ça, lui, il était capable de sentir hey, ça descend trop à tel bord, ça l'écrase trop ici, ici on n'est pas correct, les angles de bras en arrière. Hey, il savait tout. C'était incroyable. Fait que ça a dû changer complètement ton pilotage aussi. Ça a tout changé. Cette année-là, ça a vraiment été un gros switch. Moi, j'étais surtout un gars qui était super agressif. Puis souvent, les gars, ils disaient, ils m'appelaient wide open parce que moi, c'était une switch on-off, là, tu sais. C'était super agressif tout le temps, au maximum de l'auto. Puis c'est là que quand même m'a appris, lui, que des fois, c'était mieux d'être smooth. Puis tu sais, de comment gérer mes courses, puis tout ça, pour penser au long terme. Puis toujours, il me disait, si tu penses pas à quelque chose, c'est à cause que tu es en train de manquer quelque chose dans la voiture durant une course. Il disait, il faut tout le temps que tu penses à quelque chose. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, les pneus. Si je fais ça, ça va-tu être me récompenser en fin de course ou ça va me nuire? C'est toutes des choses de même. C'est un peu comme si tu étais toujours en train de calculer tes efforts versus tes risques. Ces gars-là, c'est des pros à ça. Ils calculent toujours. Tout ça en... Oui, c'est tout le temps en microsecondes. Ouais, puis tu sais, ces gars-là, c'est des pros pour jouer dans la tête du monde. Tu sais, dans un sport, on peut jouer des fois dans la tête, puis quelqu'un tombe tout mêlé, là, ben... En course automobile, les meilleurs, ils le font.
Puis moi, je me l'ai fait faire en début de carrière. Puis là, à cette heure, avec l'expérience que j'ai pris, puis à travailler avec des gars comme ça, ben des fois, tu es capable de jouer dans la tête de un, le faire forcer trop, tandis que toi, tu forces pas, mais lui, il pense que tu forces. Après ça, faire à croire que je vais passer là, mais finalement, tu le surprends en le faisant passer ailleurs, en passant ailleurs. Fait que Te souviens-tu d'une fois où tu l'as vécu comme témoin que c'était Kyle Busch qui était au volant? De lui, là, de le voir, lui, faire. Ben, c'est sûr que de voir... Moi, à cette heure, je suis capable de le faire en masse, puis l'été passé, je l'ai fait à plusieurs reprises. Mais lui, tu sais, juste des affaires comme quoi que... Exemple, t'es à un circuit, puis la ligne dominante, c'est l'intérieur. Mais c'est dur de passer, c'est dur de se pointer à l'intérieur assez pour être capable que le gars te laisse la place, puis compléter un dépassement. Ben lui, souvent, à ces circuits-là, il est capable de gagner des positions, même s'il part dernier, puis remonter le peloton. Puis les autres sont tous à queue là. Ben, tu le regardes faire, là. Souvent, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver en arrière d'un gars, puis il va te faire accroître 2-3 tours de temps. Il va toujours se montrer le nez pour que l'autre le voie dans son miroir, que, OK, il est là, il essaye à l'intérieur. Ben, l'autre va recommencer à refermer l'intérieur, protéger. Puis une fois que Kyle sait que l'autre protège un côté, ben, Kyle, ça prend 30 secondes que... Il a dépassé de l'autre bord. Ouais, il est sur l'autre bord, là, le gars vient tout mêler. Mais tu sais, il a joué dans la tête du gars en faisant croire que hey, il va s'essayer là, puis il arrêtera pas de s'essayer là, mais finalement, il a passé ailleurs. Ben, parlant de ça, tu as une solide réputation quand tu roules à Vallée-Jonction d'être le gars qui roule le mur en haut. Ouais. C'est fou parce que la plupart des gars sont hésitants. Ouais. Puis toi, je pense à ta première course que tu as faite là-bas en Pinties. Ouais, en Pinties. Tu as vraiment fait un massacre, là. Ouais, en Pinties, ma première course à vie, c'était à Vallée-Jonction. Première course dans la série, puis j'ai dominé la course. Première course à vie, puis on gagne la course. Mais c'est ça, moi, j'arrivais des États-Unis après avoir travaillé avec Carl. Carl, il disait tout le temps, si ton auto va pas bien à une place, ça veut pas dire qu'elle ira pas bien à une autre place. Fait que lui, il était toujours en train de chercher une ligne de course différente. Il dit, si tout le monde est à une place, ça veut pas dire que les autres places marchent pas, c'est rien que les autres vont pas l'essayer. Ouais. Fait que là, en Pinties, ma première course, je me rappelle que j'avais fait quand même beaucoup de dépassements à l'extérieur. Puis j'étais performant dans les deux lignes. Puis c'est ça que je pense que ça m'avait permis de remonter le peloton. Puis une fois que j'étais rendu en avant, là, c'était essayer de me rattraper, là. Puis il y a des pointures. On a reçu Alex Tagliani ici au podcast. Tu sais, c'est des pilotes de renommée internationale. Puis Ouais, toi, tu arrives exactement. là, le petit jeune. Ben bonjour, je vais essayer en NASCAR Canada. On va voir ce que ça donne. Tu Ouais. gagnes ta première course. C'est sûr que c'était vraiment spécial. Je m'attendais pas à ça, là. J'avais qualifié 6e. Puis tu sais, j'étais dans une bonne voiture, mais Louis-Philippe Dumoulin, j'étais dans une de ses voitures, avait qualifié, je pense, premier. Fait que là, j'étais là, je suis pas parfait, mais durant la course, c'est là que mon expérience avait montré, là. Mais tu sais, moi, à ce moment-là dans ma carrière, j'avais juste fait des circuits ovales. Mais j'aurais commencé ma première course en circuit routier, en Pinties, j'aurais pas gagné. Parce que les gars en circuit routier, c'est des machines. En circuit ovale, j'ai beaucoup d'expérience parce que j'ai grandi là-dedans. Mais tu prends des gars comme Marc-Antoine Camiran, Tagliani, ça a tout commencé par le circuit routier. La Croix. Lacroix. Ouais. Fait que quand tu arrives en circuit routier contre des gars comme ça, là, faut que tu sois parfait. Parce qu'eux, ils sont parfaits, là. Fait que c'est pas évident. Mais revenons à Kyle Busch, là, puis comment dire, ses compétiteurs. Je veux dire, eux autres, c'est une autre vie, là. Je veux dire, c'est comme... C'est des rockstars, là. Ils ont une vie de rockstar. C'est des rockstars. Puis je pense que maintenant, un petit peu moins, mais si on recule de quelques années, là, où que tout était à son pic, là, les commanditaires puis tout. Avant la pandémie. Ben, Genre. même avant ça, un petit ça. peu. Dans le monde du NASCAR, c'est un petit peu avant ça. Dans le temps de Jeff Gordon, là, puis quand Bush commençait, là, c'était des salaires, je m'étais fait dire d'une dizaine de millions par année, les tops. Là. Fait que ces gars-là, ils vivaient comme des rockstars. Là. Ben, quand j'étais allé on en parlait tantôt, la maison à Kyle Busch, là, quand j'étais arrivé là, moi, j'avais jamais vu ça, une grosse maison comme ça. Là. Ici au Québec, là, c'était incroyable. Mais tu sais, tous les pilotes, la plupart vivent autour du Lake Norman en Caroline du Nord.
Puis tu te promènes en bateau, puis tu vois, OK, Kurt Busch, c'est celle-là, Denny Hamlin, c'est celle-là, puis c'est toutes quasiment les plus grosses maisons du lac, puis des maisons que tu vois rarement au Québec comme ça. Là. Pour l'anecdote, il y a un film hyper connu, Days of Thunder. Ouais. Peux-tu nous dire les endroits qu'on voit dans le film que tu as vus toi-même? Ouais, ben exactement. Le film Days of Thunder, il y a une fois que c'est Trickle qui est dans un bateau, puis qui est sur un lac. Ben ça, c'est le Lake Norman. Fait que j'ai resté autour de ce lac-là. Puis ça, c'est vraiment la place du NASCAR. Après ça, il y a la grange, la fameuse grange où ils construisaient les voitures de Days of Thunder. Cette grange-là, je passais à tous les jours en avant. Toujours. C'était immanquable. J'avais pas le choix de prendre ce chemin-là pour aller chez moi. Fait que c'était vraiment impressionnant de voir. Là. C'est un pèlerinage de gars de char, ça. Ouais. Ouais, c'est... Ben, tu sais, là-bas, c'est ça que j'essaie d'expliquer au monde. Le monde, souvent, me demande « Hey, comment c'était aux États-Unis? Tu t'ennuies-tu de ça? » Ben, aux États-Unis, en Caroline du Nord où j'étais, c'est là que toutes les écuries NASCAR sont situées. Puis le monde dépend de la course automobile pour vivre. Parce que c'est une industrie. Il y a des équipes qui ont 300 employés. Ici, au Québec, des gars qui vivent de la course à travailler sur des voitures pour des écuries, c'est minime en tabarouette. Fait que tu sais, le monde là-bas connaisse beaucoup les courses puis dépendent de ça. Fait que c'est carrément différent. Là. Dans ce coin-là, Pat, t'as-tu remarqué qu'il y avait plus de chars de collection? Moi, quand je vais en Caroline et en Virginie, tout ça, c'est pour la collection la course aux 3 roues, comme les œufs de Pâques, qu'on va récupérer, récolter les uns. Il y a beaucoup, je sais pas pourquoi, mais c'est un point, on dirait que c'est une pépinière de... Tu passes là-bas, tu sais, on va juste en Ontario, tu fais la route des vins, là, puis dans le fond des cours des gars, il y a un vieux pick-up square body avec un Mustang fastback à moitié qui manque une roue, puis tout le monde a ça. Puis au States, c'est incroyable. La culture automobile est différente. Puis ça, je dis au monde, le climat n'est pas tant différent, c'est juste l'automobile aux États-Unis, c'est une institution. La ville de l'auto, ça a été Détroit pendant longtemps. Tu veux dire, bon, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Mais ça a rayonné par rapport au fait qu'ils sont des plus gros fabricants de chars au monde. Puis je pense que c'est une fierté assumée. Là, le monde va aux courses, le monde se mobilise. Le monde... T'es redneck, t'as 2 benchies dans le désert, le monde, ils mettent un drapeau, ouvre un call, puis let's go, on triple l'après-midi, tu sais. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai parce que moi, j'étais un gars de char, comme on dit, là, puis tu sais, j'adore les belles voitures, j'adore tout ce qui a un V8 qui gronde, un Dodge Challenger L4, un Camaro ZL1, toutes ces voitures-là, ben, les gars, aux États où c'est que je restais, ils ont pas d'hiver. Fait que c'est leur voiture. Daily, là. Ils conduisent ça à tous les jours. Nous, ici, pour avoir ça, ben, il faut le conduire 2 mois, 3 mois. Exact. Puis là-bas, t'envoies à tous les coins de rue. C'est capoté, là. Ça gronde partout, là. T'as tellement de routes secondaires. Tu viens de la Beauce, je viens du Saguenay, sans dire qu'on est des gars qui veulent être... Tu jettes ton fou, t'as pas mal plus sur la piste, mais tu sais, t'as une ZL1. Là. Une ZL1, on dirait que ce char-là, il est fait comme s'il était moulé pour mon ADN. Je suis pas un pilote, là, mais j'ai acheté une ZL1. Même affaire. Une ZL1 ELE avec le track pack, là, c'est du pur délice. On dirait que le char, il lit à travers ce que tu veux lui demander. Il pense pour toi puis il te le donne. Fait que, mais quand t'as ce char-là, t'es au Saguenay, t'as une autoroute, mettons, 2 routes secondaires. Tu peux même pas arriver à une fraction de ce que tu peux exploiter de l'auto sur le bitume. Mais ce que j'aime au States, c'est que tu as plusieurs routes de campagne qui sont relativement en bonne condition, tout dépendant tu vas où quand même, avec peu de population, puis... Je sais pas. C'est plus open. T'es plus open de rouler, tu sais. C'est ça, chez nous, on se fait capter, c'est pas trop long, tu sais. Sans dire qu'on est criminel grave, on s'excuse pour ça. Quand tu fais capter aux États, c'est moins comique qu'au Québec. Pour un Canadien, c'est plus comique. Parce que à cette heure, ben, tu sais, en tout cas, regarde. 100 kilométrage. Je sais pas comment je voulais en 1000 à l'heure, désolé. Je comprends rien, moi. Mais tu dis que t'aimes les gros, les muscle cars et tout ça. C'est pas avec ça que t'es arrivé dans la cour ici, toi? Non. C'était tranquille? C'est très tranquille. Une petite Yaris, là. C'est ma voiture de travail, tu sais. Je conduis des camions à semaine longue. Dans le temps des sucres, je suis dans le bois, dans une érablière. Fait que, tu sais, avoir une belle voiture parquée, ça me sert à rien. Fait que là, c'est plus économique. Puis je me dis, un jour... Moi, une des voitures que je l'ai dit à ma blonde, je le dis à tout le monde, que je veux dans mon garage, c'est une Camaro ZL1.
Ah, C'est direct ça. Peux croire. Louis Larue, propriétaire de mon équipe, là, il y en a une. Là. Et il fait du lapping à Montmagny avec ça. Moi, ça me fait capoter. Je n'avais essayé à l'école de Ron Fellows à Las Vegas avec la gang de Chevrolet. On était tous les pilotes Chevrolet. Puis on a passé une journée de temps à carrément battre des ZL1 sur un circuit. J'ai capoté. Depuis ce temps-là, je veux une ZL1. La répartition poids avant-arrière Malade. est parfaite. Pour le prix, là, la voiture, c'est incroyable. Ah, puis c'est un char de rue. Exactement. c'est ça. C'est surtout Exactement. Ouais, ouais. Moi, j'en revenais pas. à Spring Mountain Ranch, j'imagine. Ouais, je pense Ouais. que c'est ça, ouais. Ah, c'est. Puis il y avait, une les petite piste, il y avait le des fun. Corvettes, puis nous, on avait embarqué dans les Z1. Mm. Puis là, ils te font signer une décharge, là, tu sais. Ils te le disent pas, ça. C'est Chevrolet qui t'emmène là, mais si tu Tu le pètes, tu t'en payes. scrapes une, là, ben, c'est à tes vrais. Oh! OK. Là, j'ai dit, j'ai pas vraiment le budget pour ça, mais ça arrive une fois dans une vie qu'on fait des journées de même. Fait que... T'allais pareil. Oh, oui, pas le choix. Question, aux États-Unis, est-ce que le monde te reconnaisse? T'étais-tu rendu là dans la carrière que quand tu marches, le monde font « Oh! Ça pouvait arriver, ça dépend où que t'es. Mais ça arrivait des fois. Puis, admettons, quand que j'arrivais des fois en camion aux douanes, quand je passe sur les douanes au Vermont ou peu importe, là, le douanier, il me regarde. Il dit, hey, c'est pas toi qui conduisais des trucks? Là, je suis là. Ben, j'en conduis des trucks, là, je suis en truck. Mais ouais. Oui, parce que toi, t'es camionneur aussi, Ouais, en ouais. plus. Ouais, OK. je fais ça aussi. Tu travailles sur une érablière, t'es camionneur, puis... Ouais, ben fais là, des le courses. camionneur, j'ai. Après le temps des sucres, je devrais travailler pour mon commanditaire XPN. Fait que le camionnage, ça va prendre un break, là, parce que anyway, je peux l'être toute ma vie. Là. C'est rien que moi, je voulais aller chercher ma classe 1 parce que c'est une passion pour moi aussi, parce que j'ai grandi là-dedans. Mais là, je l'ai, puis cet été, on a beaucoup de projets avec mon commanditaire XPN qui font des suppléments d'entraînement, puis qu'on a sorti une boisson, le Burnix. Ouais. Ben ça, on va essayer de promouvoir ça le plus possible. Puis plus qu'on le promouvoit, plus qu'il m'aide pour faire les courses, pour Bravo. me commanditer. Fait que ça, c'est gagnant-gagnant. Eux, ils en vendent plus, ben c'est bon pour eux. Puis d'un C'est bord, bon ben pour ça toi. lui permet de me commanditer plus. T'es un peu avec Babu là-dedans. Je pense Ouais, qu'il te donne un coup de Babu- main. Il nous en Babu, a parlé il est- dans son épisode. Babu, on se parle quasiment à tous les jours. Là. Ça fait quelques années qu'on a une très belle relation. Puis là-dedans, avec Dan, le propriétaire d'XPN, on est tous ensemble là-dedans. Moi, Babu, puis Dan, pour ce qui est des drinks. Puis Babu, il y a d'autres projets avec le propriétaire Dan. Puis tu sais, XPN, depuis que je suis revenu ici, il m'encourage que ça soit n'importe quoi, que je pilote n'importe quelle voiture, ils sont toujours là. Puis c'est... Tu sais, c'est vraiment une belle famille, cette compagnie-là, puis c'est vraiment du bon monde. Ça donne le goût d'acheter les produits. Là. Bon, il fait une bonne job. Salut à Dan, Dale, Heidi, tout le monde d'XPN. Ouais, Mais c'est des c'est ça. amis personnels que Ouais. j'adore. C'est vraiment C'est, du bon monde. Grand cœur. là. Moi, j'adore ça, là, tu sais, parler avec Dan, puis il y a plein d'histoires. C'est un gars d'expérience, là, puis tu sais, il est très respectueux aussi. Puis un Fait que- gars qui est parti de rien. Puis ça fait Exactement. une grosse différence. Mm. Il est parti de la Côte-Nord avec 20$ dans ses poches à 15-16 ans sur le pouce. Fait que. là, tu- Exactement. tu- Là, il m'a conté son histoire l'autre fois, puis j'étais fasciné de ça, parce que tu le regardes aujourd'hui, puis c'est vraiment... C'est vraiment... Il est rendu ailleurs, là. Puis tu sais, il est resté terre à terre, c'est ça qui est le fun. Quand il t'a dit je suis parti à 15-16 ans, t'as dit ouais, c'est vieux. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Qu'est-ce lui, que t'attendais? il est parti dans une autre branche. T'as-tu le côté homme d'affaires un peu? T'es-tu business? Ben, j'ai toujours eu un rêve d'avoir ma propre entreprise parce que je regarde dans ma famille, mon père il a tout le temps été propriétaire de ses compagnies. Après ça, mes sœurs, ma sœur Anne-Marie, elle a son salon de coiffeur. Après ça, Julie Pierre est enseignante. Là, elle est rendue qu'elle a fait son cours d'hypnothérapeute. Fait que là, elle a lancé sa propre compagnie. Puis elle commence à avoir sa clientèle. Fait qu'on est tous chacun de notre bord. Il reste juste moi là, à avoir ma propre compagnie, mais tu sais, c'est un rêve. Là, Ça tu sais, serait là, quoi, mettons? Dans quoi tu voudrais... On parle parler, là. Je sais pas encore. Tu sais, à 22 ans, là, c'est ça. On dirait que j'ai tellement d'idées, puis je suis tout mêlé. Puis, tu sais, moi, j'ai connu que les courses quasiment, puis le transport. Fait que j'essaie de découvrir autre chose. Mais il y a plein de choses. J'ai hâte de voir c'est quoi le futur. Mais tu sais, on a beaucoup de projets avec XPN. Fait que ça, je vais essayer d'être 100% là-dedans cet été. Puis après ça, je vais peut-être avoir plus une idée de il y a de quoi à faire vraiment avec ça. Là. Mais c'est sûr que
le but ultime, c'est de pouvoir un jour être en NASCAR, peu importe où, si c'est NASCAR Canada ou NASCAR aux États-Unis, puis pouvoir vivre de ça. Mais c'est très dur. Fait que là, c'est ça que en ce moment, on explore les alentours, là, puis on se dit si je suis capable de toujours piloter puis pour le plaisir, puis que ça me coûte rien, ben c'est ça l'objectif. C'est dur, pas parce que t'as pas le talent, parce que ça coûte une fortune. C'est ça. Tu sais, c'est tout le temps des gros montants. Fait que ça prend vraiment une compagnie à quelque part qui clique. Tu sais, comme moi, la rue, le championnat que j'ai gagné l'année passée en ACT-LMS, ben là, on commence notre 4e saison ensemble. Puis eux, ils s'occupent de tout. Moi, j'arrive avec mon casque, mes affaires, puis je m'assure de bien performer. Puis je travaille avec eux pour améliorer la voiture, la journée de la course. William, le fils à Denis, un des 2 propriétaires de la rue, lui, c'est mon coéquipier. Fait que au début, quand j'étais arrivé, il y avait moins d'expérience que moi, fait que j'essayais d'y en montrer en même temps. Mais tu sais, eux, c'est leur commandite. Ils me donnent un coup de main aussi en NASCAR Pinties. Puis après ça, sur la terre battue, j'ai New Holland qui m'aide aussi. Avec Michel Robert de TerraPro Agriculture, Inotrac. Tu sais, c'est toutes des gens comme ça. Puis là, il y a XPN qu'on essaie de monter. Tu sais, toutes les compagnies qui m'aident, souvent, c'est dur à aller rechercher de l'argent pour eux, tu sais, aller rechercher des ventes ou quelque chose. Fait que là, avec XPN, bon, on s'est assis puis on a monté un plan de match à l'envers que tout le monde font. On s'est dit, si on est capable de vous faire vendre plus de produits, ben là, vous allez me commanditer. OK. Fait que c'est le même. Fait que eux autres, s'ils en font, ben là, ils me commanditent. Au lieu de leur demander quelque chose, puis là, qu'il n'y ait pas de retour. Ouais. C'est ça qui est tout le temps dur. Puis ça... Puis souvent, quand ça arrive, il y a des commanditaires qui lâchent prise Ben, c'est après ça, parce puis là, qu'ils font comme c'est le fun, là, on veut bien encourager le gars, mais... Puis ils veulent plus rien savoir des courses après ça. C'est ça. C'est ça qui est dur. Fait que là, on a monté quelque chose, un beau plan de match avec XPN que je pense que C'est brillant. ça peut peut-être... tu sais, il n'y a aucune limite à ça. Si le produit va bien, puis on l'augmente à chaque année, ben ça peut rien que m'aider à courir. Puis peut-être dans le futur que ça va m'aider aussi à vivre, puis je vais pouvoir subvenir à mes besoins avec ça, tu sais. Mhm. On revient à Carl Busch parce qu'on a comme un peu arrêté l'histoire là. T'étais avec l'écurie de Carl Busch. T'as pas passé un temps de la pandémie dans son entourage? Ouais, exactement. Dans le fond, Carl, dans le temps de la pandémie, tout est arrêté, pas de course. Les gars se tournaient les pouces dans le shop. Fait que là, Carl, il dit « Hey, ma femme, là, ça fait longtemps que j'ai jamais le temps de faire mon jardinage puis faire le terrassement autour de la maison. Ça fait longtemps qu'elle veut changer des choses. Fait que là, ça me prendrait des hommes. » Fait que là, les gars qui travaillaient dans le shop, il a dit « Hey, je vais vous payer. Pouvez-vous venir travailler chez nous une couple de semaines? » Là, jusqu'à temps que les courses recommencent. Là, la plupart disaient non, du jardinage, ça me le dit pas, mais il y en avait une couple qui sont allés, puis moi, j'étais allé, j'ai dit, crif, opportunité d'être encore plus proche de Carl, de chez Carl, c'est rare en maudit qu'il n'y a pas grand monde qui sont allés chez lui. Fait que là, j'ai passé une couple de jours chez lui à faire du terrassement, puis à poser du paillis, puis c'est ça. C'était spécial, mais c'était le fun parce que Carl, il nous laissait pas faire tout seul, tu sais, il était là, puis il travaillait, il était couché en dessous des armoires, puis il peinturait, puis c'était un gars travaillant, pareil, puis il est perfectionniste, fait qu'il voulait que tout soit parfait, fait que là, il était là, il nous checkait tout de A à Z, fait que c'était vraiment le fun, là, puis tu sais, j'avais sorti, une année, j'étais arrivé en retard un petit peu, parce que j'avais quelque chose le matin, là, j'avais dit, hey, je vais arriver plus tard, il a dit, hey, pas de trouble, puis moi, j'ai essayé d'être en retard, mais une fois que ça a été bon, c'est que j'étais le seul qui était encore propre. Puis il fallait qu'ils sortent des voitures du garage. Puis je peux te dire que c'était des belles voitures. Fait qu'il dit, Raph, il dit, t'es propre? Je dis, ouais. Il dit, enlève tes souliers, embarque dans mes autos, là, puis recule ça. Hey, OK, là, faut que tu nous dises qu'est-ce qu'il y avait là, comme auto. Là. Ben là, j'ai sorti sa LC500. C'est une Lexus LC500. Tout le toit était tout en chrome qu'il avait fait. C'était spéciale édition là, que Toyota avait fait pour lui. Un rouge là, éclatant. Le là. gars n'est pas plugué. Toyota, il fait une édition pour lui. Ben oui, puis après ça, il y avait une Camry. Et c'était TRD Pro. Tout, encore, lui, il aime ça le chrome. Fait que une partie du toit chromé à grandeur. Après ça, les sièges roses à l'intérieur. Puis tu sais, ces voitures-là, ça faisait 1 an, 2 ans qu'ils avaient. Puis
je te le dis, là, il n'y avait pas une graine à terre. Fallait que j'enlève mes souliers, là. Puis là, après ça, j'apparquais plus loin, là, il venait me porter mes souliers. Là, il disait « Hey, sors celui-là ». Là, j'enlevais mes souliers, je rentrais. J'avais quasiment peur de peser sur le piton. Il n'y avait aucune marque partout. C'était fou, mais ces belles voitures, t'es pas dans son garage à sa maison. Il y a un autre garage ailleurs que là, c'est des pièces de collection. L'as-tu vu? Je l'avais pas vu, mais des fois, il arrivait. Des fois, à shop de course, il arrivait avec ses voitures. Puis il y avait une belle Camaro 1969. Incroyable. Après ça, il y avait un vieux pick-up. Là, je sais pas c'est quelle année. Là. Je pense que c'est un Chevrolet, mais je pense que c'est dans les années 60. Je ne connais pas trop ces années-là, mais le devant, ça ressemblait quasiment à un Chevrolet Bel Air. Là. C'est ça. Genre un Apache 57, là. Ouais. Avec la vitre en rond en arrière, mettons. Là, Hey, c'était incroyable, mais ils ont tellement de voitures, ces gars-là. Ça n'a aucun bon sens. Là. C'est toutes les voitures de rêve que tu rêves d'avoir dans ton garage, ben ils les ont. C'est ça. Il t'est arrivé quoi? Une fois que l'aventure avec Carl Busch t'est terminée? Ben dans le fond, moi, le deal avec Carl Busch, c'est que Toyota payait une partie. Moi, je pouvais apporter une partie qui était... Toyota payait comme le 1/3 du prix. Puis moi, le 2/3 du prix, il fallait que je le trouve avec mes commanditaires. Mais le seul problème que j'avais, c'est que sur 22 courses avec Carl et avec Toyota, je pouvais mettre mes commanditaires 5 fois sur l'auto. C'est tout. Ouais. Il faut que tu payes le 3/4 du bill. Ouais. Mais tu peux les exposer juste 5 fois. C'est ça. Fait qu'essaie d'aller chercher de l'argent pour 5 fois. C'est quoi le bill? Tu peux-tu le dire? C'était une saison avec Carl Busch, c'était 3 millions. Autour de 3 millions US. Hey, c'est de la sauce en asti. Mais, voyons, mettons, Toyota payait le tiers. Fait que là, T'en restes juste ça 2. l'aidait. Hey, ça va bien. Mais 2, puis là, t'avais 5 courses que tu pouvais vendre. Fait que c'était... Puis en plus, tu sais, on avait tout un setup de fête cette année-là. En début d'année, on avait beaucoup de gens d'affaires qui venaient pour des courses, comme une à Homestead, Miami. On avait loué une loge. Puis il y avait énormément de potentiels partenaires qui étaient là, qui étaient censés être là. Puis paf, tout a arrêté, COVID, tout a été barré. Plus personne ne pouvait traverser les douanes puis venir aux courses. Fait que là, ça a mis un gros break, je te dirais, sur le timing de nos affaires. Puis là, on s'est comme dirigé vers Chevrolet parce qu'avec GMS, ça coûtait, mettons, 2 millions, mais j'avais le pick-up à moi. Fait que je pouvais mettre tout ce que je voulais sur Peinture-les de la couleur que tu veux. Ouais. Puis... Fait que ça, c'était ça qui était le mieux. Mais encore là, je suis revenu ici parce que c'était trop d'argent. Là. C'était vraiment... Tu sais, des 2 millions, il y en a là-bas. C'est un de mes coéquipiers. Son grand-père, il faisait un chèque de 2 millions. Il dit, je te garantis 2 millions à chaque année pour aller aux courses. Fait que fais ce que tu veux avec. Va dans l'équipe que tu veux. Tu sais, c'était ça. Va dans l'équipe que tu veux. Ouais, mon budget à t'allouer, mon petit-fils, c'est 2 millions. Par année. Ouais. C'est peut-être une question vraiment de débutant de ma part, mais y a-tu des séries qui sont plus faciles à faire commanditer que d'autres? Ben, c'est sûr que je te dirais, plus tu montes, il y en a qui disent plus que tu montes dans les échelons, dans les séries les plus hautes, plus c'est facile. Parce que plus tu as de visibilité. Ouais. Mais plus que le montant est gros. Ouais. Fait que c'est ça qui est dur, tu sais. Quand, mettons, là, aller chercher des commanditaires pour rouler en ACT, là, au Québec, c'est très difficile parce que la visibilité, faut que tu la crées toi-même avec tes réseaux sociaux. Mm-hmm. Mais quand tu montes dans NASCAR Truck, aller chercher comme 1 million, c'était faisable. Mais là, l'autre million qui restait, c'était dur en maudit. Là. Mais je te dirais que c'est dès qu'on parle de TV, de temps à la TV, puis les grosses industries, les grosses séries, c'est là que ça devient plus intéressant pour les grosses compagnies. Mais au Québec, souvent, la course automobile, il n'y en a pas beaucoup de grosses compagnies qui triplent là-dessus. Là. Pas autant qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une religion, les courses. Question super personnelle, mais une partie de ces montants-là, c'est sûr que ça vient de ta famille. Ouais. Comment tu vis avec ça, de voir tes parents faire les sacrifices, de voir tes 2 sœurs qui voient les sous familiaux qui vont vers les courses? Tu vivais comment avec ça? Puis ta famille vivait comment avec ça? Ben c'est sûr que tu espères que ça paye au bout de la ligne. Là. Un jour que tu te rendes à un moment que tu peux peut-être leur en redonner. Mais tu sais,
mon père m'a toujours dit, il dit, si je voudrais pas le faire, je l'aurais pas fait. Mais tu sais, un moment donné, c'est pour ça qu'on est revenu, parce que j'ai dit, là, c'est assez, là, tu sais, je le voyais, là, tu sais, on aurait pu continuer encore, mais tu sais, ça n'a plus de bon sens, parce que là, ça va-tu aboutir à quelque chose? Tu sais, tu pouvais gagner toutes les courses, puis peut-être qu'il n'y a rien qui arrive, tu n'as pas plus de commandite. Fait que c'est ça qui est dur du monde du sport. Fait que là, c'est pour ça qu'on est revenu ici. Puis là, à cette heure, ben, depuis que je suis revenu au Québec, tout ce que je fais en course, j'en fais quand même beaucoup par année, ben, ma famille ne met pas une scène. Wow. OK. Mais pas un montant d'argent. Fait que ça, je suis bien content de le dire, puis je suis bien content qu'on soit rendu, qu'on marche comme ça maintenant. Mais tu sais, si ça n'aurait pas été de mes parents, là, l'année avec Carbush, en fin de saison, quand il manquait des fonds à cause des commanditaires n'arrivaient pas, ben pour finir la saison, c'est qui a payé? C'est mes parents. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est sûr que ça donnait des gros coups, mais tu sais, mon père, il a tout le temps dit, regarde, qu'est-ce qu'on a vécu? C'est de quoi qu'il y en a qui rêvent de vivre toute leur vie. Fait qu'il dit, on l'a fait, puis c'est ça. Mais regarde là, en ce moment, c'est pour ça que maintenant, il a fallu mettre un break à ça. Avant que... Il y en a des fois qu'on entend des histoires qui ont hypothéqué leur maison puis fait des affaires, mais là, non, on voulait pas se rendre à des points comme ça. C'est qui a tiré la plug ou qui a calé la shot? Ben, c'est sûr que moi, en partie, parce que je voyais ça aller, puis tu sais, mon père, c'est un gars que quand il est dans quelque chose, il est all-in. Il a tout le temps fait ça avec ses business, tu sais. Lui, c'est wide open, son père, c'est all-in. Il a tout le temps fait ça, puis tu sais, je le vois, mon père encore aujourd'hui, là, il me voit aller, là, puis il trippe, puis tu sais, il voit le potentiel, puis tu sais, lui, ça a été, je pense que ça a été plus dur pour mes parents que ça l'arrête, parce qu'ils savent qu'il y a le potentiel que j'avais. Mais tu sais, moi, je le voyais, là, tu sais, j'ai vécu aux États-Unis. Eux autres, ils n'ont pas vécu aux États-Unis. Ils n'ont pas vu. Moi, j'avais les yeux là-bas, puis je le voyais que, crif, c'est un autre monde, là. Le monde autour de moi, là, le jeune, il a 16 ans, puis son père vient d'y acheter une maison flambant neuve, le gros pick-up en avant, puis ça court. S'ils n'ont pas une course une fin de semaine, ben ils retrouvent une autre course à aller faire ailleurs, puis à coût de 25, 50 000, puis ça... Il n'y en a pas de problème. Tu sais, ça roule. Fait que moi, je voyais ça, puis j'étais comme... Tu sais, je fitais pas vraiment dans le portrait, là. Tu sais, tu fais de sa piste parce que, OK, t'es capable de les battre, mais les gars, dans la vie de tous les jours, tu le vois que... Hey, OK, pas le même train de vie, là. Ouais. Puis si on continue à suivre ce train de vie-là, ben là, maintenant, on n'aura plus de train de vie. Là. Tu vas casser avant eux autres. Là. Fait que tu sais, moi, je l'ai vu, cet aspect-là. Fait que des fois... Mes parents, s'ils auraient resté aux États-Unis avec moi puis ils auraient tout vu ce que j'ai vu, peut-être que là, ça aurait été plus facile parce qu'ils auraient dit « Ouais, c'est vrai que... » Mais tu sais, ils y croient encore, mes parents, puis on va toujours y croire. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais ça a été un bout de rough parce que tous ces efforts-là, ces sacrifices-là qu'ils ont fait, puis l'argent qui a été mis, ben là, quand tu reviens ici, c'est comme si tu avais échoué un peu, là. Mais tu sais, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui puis le pilote que je suis aujourd'hui. C'est comment mentalement gérer quand tu vois que tu as le talent de battre tes coéquipiers, de battre les autres compétiteurs, puis de voir que les parents mettent 2, 3 millions, 4 millions, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de manque de fonds, puis de voir qu'une fois assis dans l'auto, t'es bas, tu vivais comment avec ça? T'es-tu frustré? Tu te dis-tu, ben c'est la vie? Ah, c'était... Des fois, il faut se parler, là, parce que c'est très frustrant, tu sais. Admettons, quand je joue au hockey, si je performais plus qu'un, ben là, j'avais plus de chances de me faire repêcher par l'équipe, ça finissait là. Mais là, en course, tu performes plus, les équipes t'appellent, « Hey, on veut t'avoir parce qu'on va avoir on a de la bonne équipement, puis on veut un bon pilote, puis on sait qu'on est capable de gagner le championnat. » Puis là, ils te disent « Mais t'es-tu capable d'apporter ça? » Ouais, c'est ça. C'est tout à ça, mais tu sais, je compare. Quand je suis arrivé, l'année que j'ai gagné mon championnat aux États-Unis, là, une de mes meilleures années aux États-Unis, j'ai gagné mon championnat en Super Late. Quand je suis arrivé, c'était ma première année en Super Late, j'avais 14 ans. Je suis arrivé contre des gars comme, mettons, Harrison Burton, qui est en Cup présentement. Lui, ça faisait depuis 12 ans qu'il courait en Super Late modèle. Puis à toutes les fins de semaine. Son père mettait de l'argent, là, à toutes les fins de semaine, il était dans une voiture. Puis j'ai gagné tout. Je le passais, c'est pas pour me vanter, mais j'étais tout le temps en avant de ce gars-là. Mais ces gars-là, ils ont fini par monter un peu... Tu sais, il y en a avec leur nom, il y en a avec leur argent, mais tu sais,
c'est ça que je disais. Je parlais avec mon père dernièrement de ça. J'ai dit, tu sais, quand je suis arrivé à 14 ans, on était tous à un niveau un peu égal sur le niveau d'expérience. Les jeunes sont maintenant rendus en COP que j'ai compétitionné contre eux. Puis là, la plupart du temps, je sortais en avant. Mais ces jeunes-là ont tellement eu la chance de courir plus, puis tout le temps, que là, ils en sont devenus des talents exceptionnels. Mhm. C'est ça que je trouve que moi, je suis arrivé, je l'avais peut-être un petit peu plus que eux, mais ils ont tellement pu pratiquer, puis rouler, puis ils ont tellement gagné en expérience plus vite que là, c'est là que ça a fait la différence beaucoup. Là. Mais c'est le talent naturel par rapport au talent développé. Là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est qu'il y en a énormément. Chandler Smith, qui est en Xfinity présentement, il gagne en Xfinity, il est pour Joe Gibbs. Lui, je suis arrivé, puis je coursais contre lui en Super Late. Lui, ça faisait des années qu'il courait. Il avait son écurie, c'était son père qui payait tout de A à Z. Puis c'était ça, là. J'étais tout le temps en avant de lui, là. Puis là, maintenant, il s'est mis à courir. Moi, je faisais 20 courses par année. Lui, il en faisait 40. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois que, Criff, quand t'arrives, tu courses aux 2 fins de semaine l'été. Là, lui, il course à tous les fins de semaine. Puis l'hiver au complet. Là, tu vois que, OK, là, des fois, il y a des affaires que tu manques un peu, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de commanditaires, des grosses écuries puis équipes, je pense, dans la façon traditionnelle, qui étaient intéressés par la visibilité de TV. Mais tu sais, tout à 22. Ouais. Puis à 22 ans, on est pas mal plus axé sur les médias sociaux que nos grands-parents, mettons. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, ce qui intéresse le monde, moi, tous mes chums, c'est plate, je suis désolé pour mes amis de télé, là, mais ils n'ont pas le câble. Ouais, il y en a télé. plusieurs. Il y en a plusieurs, même moi, je ne l'ai pas. C'est ça, tu sais, fait que le fait d'avoir une ouverture, puis d'avoir 22 ans, avec le talent que tu as, moi, j'ai l'impression que quand les médias sociaux vont faire le switch à 100% de ce qui est commanditable, ça peut te mettre en position favorable, à mon avis. Oui, bien exactement. Puis c'est ça qu'on veut travailler avec XPN, justement, pour promouvoir les produits. Puis on veut vraiment travailler sur les réseaux sociaux cet été, puis essayer de bâtir de quoi de vraiment solide, puis apporter un accès plus VIP aux gens de la course automobile. C'est ça qu'on veut essayer de faire, mais tu sais... Un OnlyFans de course, mettons. ça serait ça le best. Tu sais, le monde, il pense habillé, souvent... là, habillé. Ouais. Le monde pense souvent que... Tu sais, toi, tu as dû te le faire dire. C'est pas compliqué. Tu t'assieds, tu tournes le volant. Monsieur. Fait que là, tu sais, on... Ça ou bien, mais t'es chanceux, toi, tu fais de la course. Ouais, c'est ça. C'est les deux choses. Là, fait que là, on aimerait ça, essayer de montrer, tout en pouvant promouvoir nos partenaires sur les réseaux sociaux, avoir des bons contenus pour montrer aux gens, regarde, il y a Les tout coulisses. un monde en arrière de ça. Ouais. Fait que c'est les réseaux sociaux, tu regardes aux États-Unis, Ellie Deegan, je sais pas si vous la connaissez, elle course en NASCAR Xfinity, c'est la fille à Brian Deegan. Lui, c'est un gars célèbre, là. Mais, tu sais, oui, Brian, il a beaucoup d'argent, mais il a monté toute une équipe autour de sa fille, puis les réseaux sociaux, il n'y a pas personne qui est meilleur qu'eux autres. Ouais, ils ont fait Ils font exploser un job Internet. incroyable. Puis c'est ça qu'elle disait. Elle disait, moi, les commanditaires ne m'approchent pas pour être sur la voiture, ils m'approchent pour mes réseaux sociaux. Ah ouais. Fait que c'est fou, là. C'est le brand. Ouais. Ben, c'est rendu partout pareil, ça. C'est rendu là, mais c'est vraiment... C'est dur à monter à ce niveau-là, mais c'est ça qu'on essaye un jour que ça... On essaye de se rendre à ce point-là un jour. Là. Tu sais, les réseaux sociaux, on travaille fort là-dessus. Là. Très cool. Laquelle série t'as préféré piloter? Quelle voiture, mettons? Ouais. Super Late. Ouais. Ouais. Avant Truck Series, avant toutes les autres voitures. Ça, c'est des Pourquoi? photos, c'est genre, Carl, que t'as envoyé ou non pas? Simon, il devait avoir pas mal de photos. Là. J'avais envoyé une... tiens. tada! Ça, Laquelle, là, mettons? la 99, là, Dans le les milieu, deux, là, ouais. ça, c'est des Super Late modèles. Elle, la blanche, c'est quand j'ai gagné, c'est au banquet, quand j'ai gagné mon championnat. Puis la rouge, c'est ma première victoire à vie aux États-Unis à 14 ans. Quand même. Ouais. Puis l'autre en haut, Wow. c'est banquet avec l'équipe La Rue, mon championnat de la 2023. Après ça... Mais ça, concrètement, là, Ouais. y a-tu de l'équivalent à ça au Canada ou pas? Parce que moi, je suis un néophyte, Non. je suis monsieur tout le monde. là. c'est plus fort. C'est plus fort, ça. Ouais, ça, c'est plus fort. Quand, mettons, NASCAR Pinties, c'est des voitures qui pèsent 3300 livres. Suspension arriérée un petit peu, tu sais. Ça n'a pas évolué énormément. Après ça, ça a 550 forces de moteur, je crois.
Un super late, c'est plus léger, 2800 livres, 650 forces de moteur. Puis c'est coil-over, c'est sur les bump stops, comme je parlais tantôt. C'est des fusées. Quand j'ai gagné à Bristol Motor Speedway, le Colisée de la course automobile, Piste légendaire. c'est ça. J'ai gagné en super late là, avec Carbush Motorsport. Puis mon temps de qualification, j'avais eu la pole position l'année d'avant avec David Gilliland. Puis j'étais 3 dixièmes plus vite que la Cup Series. Oh! La pole position de la Cup Series. C'était incroyable. Je retenais mon souffle à toutes les fois que je rentrais dans le virage. Il y avait tellement d'inclinaisons. Il y avait tellement d'inclinaisons dans le virage là, qu'à toutes les fois, durant la course, à tous les tours, quand je rentrais dans un virage, OK. Il est passé. Hey, il fallait que je me tienne le coup. La première fois que j'ai rentré dans le virage, ça a tellement donné un coup, ça m'a tellement écrasé dans le siège. C'est comme un avion qui met sa portance. T'es pas tiré comme ça vers la droite dans un circuit de même. Il y a tellement d'inclinaisons que t'es poussé dans le siège. T'es écrasé. Fait que c'était impressionnant. Là. Moi, ces voitures-là, là, puis même Carbush, il court souvent, puis c'est pas pour rien qu'il y avait des voitures dans cette série-là, parce qu'il disait lui-même, puis il me le disait, il dit, Raph, il dit, moi, mon rêve, c'est que la Cup Series, ça soit des voitures plus semblables à ça. Il dit, j'ai énormément de fun à conduire ça, mais les Cups, j'en ai même plus de fun si je compare à un Super Late. On a d'autres slides si on veut. Simon, montre-nous les autres photos, s'il vous plaît, mon gars. Ouais, ça, dans le fond, c'est elle en haut à gauche. C'est 71 junior parce que mon père était numéro 71. Puis c'est l'année que j'ai coursé contre mon père. Ça, c'est au circuit Icar. C'est mon premier circuit routier à vie. J'avais 12 ans. Après ça, à droite, la 07, c'est ma première victoire à vie en NASCAR Pinty's, dans la première course en série. 2016, en bas de celle-là, c'est le championnat que j'ai gagné en 2016 en Super Late. C'est après la course. J'avais gagné la dernière course de la saison, puis le championnat en même temps. Quand même. Après ça, la camionnette numéro 4, ben ça, c'était à Darlington Speedway. On dirait même pas qu'il y a de l'espace entre la lip et l'asphalte. Il n'y a pas d'espace parce que tu veux pas que l'air passe. Faut pas qu'elle frotte, mais tu veux pas que l'air passe. Okay. C'est fou, là. Puis en terre battue, l'autre, la numéro 24, c'est avec New Holland, là, avec Elite Motorsport. Ça, c'est la fin de semaine, j'ai fait mon premier podium en modifié sur terre battue. C'est fun courir sur terre battue? Oui, mais c'est tough parce que j'ai pas énormément d'expérience. Puis t'arrives contre... sur la terre battue, c'est un autre monde carrément. Ouais. Une journée de course, là, t'arrives là le vendredi soir à 6h, t'es reparti à 10h. Ça, c'est 10h30, 11h. Tout est vite. Tandis que sur l'asphalte, t'as beaucoup de pratique. T'arrives là le matin, tu finis tard le soir. Fait qu'eux autres, ils ont le temps, vu que c'est rien que de soir de même, ils font 3 courses par fin de semaine des fois. Les gars, des fois, ils peuvent courir... à Granville le vendredi soir, Drummond le samedi, puis après ça, Cornwall en Ontario le dimanche. Fait que t'arrives contre les gars, David Hébert, François Bernier, Steve Bernier, ça fait 60 courses par année. Fait que là, t'arrives contre eux autres, t'en fais 2-3, puis après ça, tu fais le Grand Prix de Trois-Rivières. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est plus ma tasse de thé sur l'asphalte, mais quand j'arrive en modifié, tu fais une erreur, ça va bien, mettons, t'es dans le top 10 en début de course, qualifie super bien. Je fais tout le temps des bons temps en qualification. Puis là, tu pars la course, t'es 7e, ça va bien. Là, la piste change. Là, il faut que tu t'adaptes. Là, tu t'adaptes. Puis là, tu fais une erreur. Tu passes par-dessus le cushion qui appelle. T'as 5 gars qui viennent passer à côté de toi. Parce que c'est super serré, les pelotons. Puis c'est des courses de 40 tours. Moi, sur l'asphalte, je suis habitué à des courses de 150, 300 tours. Fait que, 300 mais tours les gars, c'est 2 disciplines différentes. Puis j'ai toujours dit qu'un bon pilote va être bon pour s'adapter dans tout ce qu'il fait. Fait que c'est pour ça que j'essaie de toujours diversifier le plus possible. Puis j'aime ça, essayer des nouvelles choses. Puis est-ce que quand tu courses dans une série X, mettons, peu importe l'expérience que tu prends, ça t'aide dans les autres séries après? Même si c'est pas le même genre de véhicule, là? Ben, il y a toujours quelque chose que tu apprends dans une discipline là, en course automobile qui va t'aider dans l'autre. Toujours. Mais, tu sais, qu'est-ce que j'avais appris le plus... L'année que j'ai appris le plus, là, c'est l'année qui a été la plus courte en camionnette, c'est avec Chevrolet. Parce que j'ai été jumelé avec Josh Wise, un ancien pilote NASCAR, puis qui a fait longtemps du sprint car. Lui faisait 120 courses par année quand il était plus jeune. En sprint car sur la terre battue. Puis après ça, il est monté en Cup Series. Fait qu'il avait de l'expérience. C'est un gars qui fait des Ironman.
C'était une machine. Là. Après ça, Scott Speed était son partner qui nous coachait pour Chevrolet. Scott Speed fait du rallycross pour Subaru. Il a été monté par Red Bull en Formule 1 quand il était plus jeune. Puis, tu sais, c'était mes 2 coachs. Puis ces gars-là m'ont tellement appris sur l'auto sera jamais parfaite. Peu importe ce que tu fais, au niveau que tu es là, des gars rapides, il va tout le temps en avoir. Mais les gars les meilleurs, c'est eux autres qui vont s'adapter le plus vite. C'est ça qu'il disait. Ouais. Il disait, tout ce qu'on travaillait, si on faisait du karting, si on faisait du simulateur, c'était l'adaptation. Lui, il s'en foutait que l'auto aille bien ou pas bien quand on pratiquait. Lui, il voulait pas que ça aille bien. Parce qu'il voulait voir c'est quel pilote qui s'adapte le plus. Fait que je me disais tout le temps, avoir eu ces gens-là autour de moi à 14 ans, là, j'arrêtais un autre pilote. Là. C'était impressionnant à voir, là, de travailler avec eux. Puis juste l'aspect physique aussi, tu sais, des gars qui font des Ironman comme ça. Là. Quand tu t'entraînes avec eux, là, après ça, tu embarques dans la camionnette, eux autres, ils savent exactement c'est quoi. Ça a été des pilotes aussi. Fait qu'ils savent qu'est-ce que tu as besoin. Ouais. Moi, j'ai embarqué après ça. Là, on aurait dit que j'étais dans le salon. Puis je m'étais entraîné. Quasiment chien pour les autres. Non, mais je m'étais entraîné dans le passé, mais différemment. Ouais. Tu sais, je levais plus de poids. Puis là, je m'entraînais plus. Je faisais beaucoup de courses à pied, du vélo. Je levais des poids, mais beaucoup de stabilité. Puis, OK, j'avais peut-être pas des gros muscles, mais quand j'ai embarqué j'étais capable de tout contrôler ma respiration et tout. Tu sais, quand tu cours longtemps, des longues distances, tu fais du cardio comme ça, d'endurance, ben dans la camionnette à ce moment-là, si le niveau d'adrénaline montait d'un coup sec, puis là, mon battement de cœur montait super haut, ben j'étais capable de le contrôler puis de redescendre ça super rapide. Wow. Fait qu'eux autres m'avaient appris plein de choses, puis c'est ça qu'ils disaient. Meilleur pilote, c'est eux qui s'adaptent le plus. C'est le plus rapidement possible de n'importe quelle situation. Ta camionnette, tu peux commencer la course qu'elle va pas bien. Le derrière, il glisse beaucoup. OK, qu'est-ce que je fais pour m'adapter, pour garder mes positions ou pour en gagner quand même jusqu'au prochain aéropui pour que là, je fasse des changements dessus. Ça, c'était tout le temps ça qu'ils m'apprenaient. On allait faire des séances de karting avec Kyle Larson, Alex Bowman. On était tous avec ces gars-là, là, les gars de COP, là. Puis il y avait un kart qui avait un compound de pneus hyper dur. Fait que pareil comme sur la glace. T'avais un autre kart qui avait un compound de pneus hyper mou. Fait que c'était collant, mais ça chauffait vite. Fait que ça venait quand même glissant. Puis après ça, un autre qui était comme un entre-deux. Puis il nous faisait alterner. Fait que là, t'étais jamais pareil. Fait que tu avais tout le temps que tu t'adaptes. C'était vraiment... Des bons exercices. Ah, c'est avec eux que j'ai appris le plus. Puis j'ai fait 5 courses en truck. Fait que j'ai fait 3 mois avec eux, là. Puis dans ces 3 mois-là, j'ai appris plus qu'avec toutes les années que j'ai passées avec le monde de Toyota. C'était fou. Ouais. On a d'autres... je pense qu'on a d'autres photos. Je pense qu'il reste 2 autres slides, ouais. Ça, c'est Un petit retour en avec arrière. Kyle Larson. En bas à droite, dans le fond. À droite, complètement, c'est avec Kyle Larson à Lawden. Ma première course, j'étais avec David Gillen dans ce temps-là. Je commençais avec lui. Fait que ma première assistance à une course de la Cup Series, j'avais pris une photo avec Kyle Larson. Kyle Larson, c'était mon idole, là. Moi, c'est lui que je regardais le plus avec Kyle Busch. En haut à droite, c'est quand Kyle Busch était venu à Vallée-Jonction. Il était venu 2 ans d'affilée, puis j'avais pris une photo avec mon père, puis moi, j'étais avec ma petite Honda Civic dans ce temps-là. J'avais 11 ans ou 12 ans. Hey, ça n'a pas de sens. Un kid. Incroyable. La petite Honda Civic noire, là, avec le drapeau à damier, ça, c'est ma première victoire à vie. Puis l'autre, 171 et 71, les 2 voitures. Toi puis ton père. 171, c'est mon père, moi, c'était 71. Après ça, à Daytona, sur la ligne des puits, avec Kyle Busch, c'est lui qui sourit avec la calotte blanche. Après ça, mon chef d'équipe, c'était avant la qualification à Daytona. Puis la voiture en haut, c'était une course à Pensacola en Arca que j'avais faite. C'est quand même des anciens cops, là, ces autos-là. C'est rapide. hein? Ouais, c'est quand même rapide. Ça avait à peu près 650 forces de moteur dans ce temps-là, 700 forces de moteur. Puis c'est assez pesant, un peu le même poids qu'un Pinty's, mais suspension beaucoup plus développée. Oh. Fait que plus rapide. Puis c'est ça, cette course-là, j'avais dominé d'un bout à l'autre. J'avais la peu, je crois, jusqu'au 3e. Puis toutes les grosses équipes de cette série-là, moi, j'étais avec une équipe qui commençait dans la série du Michigan. Puis eux, souvent, c'est
moi, je crois que c'est politique des fois. Là. Toutes les grosses équipes sont en train de se faire laver par une petite équipe. Puis il y a eu un drapeau jaune, débris sur le circuit. J'ai jamais vu de débris sur le circuit. Ouais, ça, Ah c'est ouais, un on classique. Ouais. Ouais. Fait que là, tout le monde avait... Moi, j'avais pas mis de pneus neufs encore. Puis il y en avait qui avaient mis des pneus neufs, puis ils étaient même pas capables de me rattraper. J'étais tellement rapide. Puis là, on a mis des pneus neufs à ce drapeau jaune-là. Il restait 25 tours. Puis j'ai un pneu qui s'est défait. Un pneu qui s'est défait en morceaux carrément. Fait que j'ai parti de la première position que j'ai presque lapé tout le monde à 8e. Ouch. Ça, c'est une course qui a fait mal, mais ça arrive. On ne contrôle pas les pneus, mais le jaune, par exemple, je suis sûr encore à ce jour que ça n'avait pas d'affaire là. Puis, tu sais, des fois, les Canadiens, là, des fois, j'en ai vu des affaires aux courses, puis je suis sûr de mon coup que celle-là, parce que mon équipe, pour qui que je coursais, ça a l'air qu'ils me l'ont dit. Ils voyaient les gros dirigeants des autres écuries là, qui gagnent toutes d'habitude dans Ça cette série-là. grenouillait un peu. Puis ils couraient d'un pit partout puis ils comprenaient rien pantoute. Wow. Capotait. Puis là, c'est là que ça donne place à des gestes antisportifs potentiels. Hey, je sais pas, mais moi, j'étais le premier en avant puis j'ai jamais vu une pièce sur l'asphalte à nulle part là, puis un débris sur la piste. Pas Il y avait de débris la assez poussière dans le significatif coin pour 1 un peu. Là, ils ont soufflé dessus puis c'était correct. Là. Ouais. Il nous reste des slides? Une slide, encore? je Oui, pense, OK. Là, je le dis aux gens qui nous écoutent en audio, si jamais vous voulez voir tout ça, hein, ben, on est disponible sur YouTube, en visuel aussi. On a des beaux garçons, hein, quand même. Là, on fait attention à nous autres, on se lave, puis on met du parfum. OK. Dans on y le va. fond, en haut à gauche, ça, c'est la voiture familiale qu'on a encore aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Puis elle va être au salon de l'autosport. On va la lettrer comme un peu la 48 qu'on voit en bas à droite pour promouvoir là, les commanditaires. Là, parce qu'en même temps, cette fin de semaine-là du salon de l'autosport, ben, je vais être en train de tester sur le circuit à Vallée-Jonction de la nouvelle voiture. Wow. Fait que c'est pour ça que je peux pas porter l'autre. Ensuite, en bas de cette photo-là, à gauche, c'est ma victoire avec Carbush Motorsport à Bristol. Fait que ça, c'est en sortant de la voiture. L'autre, c'est la victoire. Celle qui est marquée 51, là. Ouais, c'est ça. Puis le 4 en bas de celle-là, c'est en Truck Series, ma victoire à Talladega. En haut aussi, le numéro 4, quand on voit que je fais de la boucane. Après ça, victoire au Grand Prix de Trois-Rivières avec le numéro 24. Ça, c'est quand j'ai débarqué de la voiture l'été passé. Puis là, j'ai mes 2 victoires avec la 48 de l'année passée. La première course de la saison en haut, puis en bas, quand je faisais encore de la boucane. Ça, c'est la plus grosse course de la saison, c'est le Bacon Ball. Puis c'était ma 2e année consécutive, je la gagnais. Wow! Tu sais, les boys, sur 25-30 photos, si on regarde bien, j'entends souvent ça, c'est ma victoire à telle place, ça, c'est ma victoire. Ouais, mais je les ai choisis. Ouais, c'est ça. Ouais, je les ai choisis. On n'a pas vu de photo de drapeau jaune, hein? Non. C'est pas Il y en choisi a celle-là. plus slide Simon, là. Hein? Non, je pense que Je pense que c'est fini. non. Ouais. Hey, question, tantôt je t'ai demandé quelle série t'as préféré piloter, mais quel circuit maintenant, puis quelle, je vais dire ville, mais je vais dire plus spot pour l'ambiance puis tout ça. Fait que 2 affaires, c'est comme 2 questions séparées. Ouais. Fait que le circuit, moi, quand j'étais jeune, il y a quelqu'un qui m'avait appris que mon circuit préféré, c'est le prochain circuit que je vais. OK, parfait. Mais moi, comme un ton, là, mes tops, là, c'est, je dirais, Darlington, que j'ai fait une fois. Circuit Darlington, c'est un grand circuit, mais 2 virages complètement différents. Puis l'asphalte est hyper magané. OK. Fait que tu pouvais partir, mettons, exemple, avec les camionnettes, là, tu mettais des pneus neufs, les 2 premiers tours, là, tu lâchais pratiquement pas l'accélérateur. C'était impressionnant comment ça collait. Puis au bout de 10 tours, là, tu lâchais l'accélérateur, tu breakais, puis tu avais quasiment peur de glisser puis aller frôler le mur. Là. C'était... Puis à la fin de cette course-là que j'avais faite là, c'est la première fois que je sentais la bulle d'air qui se crée entre une voiture ou une camionnette et le mur. Tu sais, souvent, on voit des gars en NASCAR qui roulent à ça du mur, puis tu te dis, c'est impossible qu'ils n'aient pas touché, mais il se crée vraiment une bulle d'air. C'est comme si tu compresses une ballon d'air, là, puis là, maintenant, elle vient tellement petite, mais elle pète pas, qu'elle vient dure comme de la roche. Ben, c'est ça qui se crée entre la porte puis le mur. Ça te repousse, un peu comme un aimant. Je te dis, admettons, j'étais à une demi-voiture du mur, puis là, je roulais, puis c'était la fin de la course, puis j'étais calé que je voyais le premier en avant, puis
Puis j'étais pas trop loin, j'avais une très bonne course. Il me manque de quoi pour aller le chercher. Fait que là, j'ai dit, je vais aller l'essayer un tour, rentrer. J'ai rentré dans le virage, là, puis j'étais sûr que j'allais frapper le mur parce que j'étais... Hey, il y a zéro grip, là. Ça glissait. Puis à un moment donné, ça arrêtait avant même que je touche le mur. Puis j'ai retapé ça, l'accélérateur au plancher. Puis avant, il fallait vraiment que je sois doux avec l'accélérateur, puis j'avais pas de grip. Puis juste ça, là, c'était au plancher tout de suite. C'est énorme la différence de temps que je m'étais mis à passer tout le monde. J'avais fini, je pense, 5e. Puis au moment que j'ai trouvé ça, j'étais comme 10e. Puis dans le temps de dire, j'avais remonté. Puis juste pour te dire comment j'étais proche, là, c'est un feeling que je vais tout le temps me souvenir. Les camionnettes, l'aile en arrière droite est faite, puis elle ressort un petit peu. Ben mon coin de bumper de pare-choc arrière touchait le mur, je l'entendais faire tchic, tchic, tchic. Eh boy. Il frôlait. C'était incroyable. Puis après ça, là, l'ambiance, c'est sûr que quand je suis allé à Las Vegas, c'est quelque chose. J'ai pas eu le temps de visiter beaucoup, mais mes parents puis ma blonde sont allés dans la ville, puis ça a l'air que c'était incroyable. Fait que je dirais que l'ambiance, c'est surtout là. Mais sinon, Bristol, une course de soir à Bristol, avec tout le monde dans le Colisée, le bruit puis tout, c'est dur à battre. C'est-tu là que tu as vu les fans les plus intenses? Oui. Je te dirais, Bristol, c'est sûr que les fans, c'est incroyable vu que tu es proche de l'action, puis il y en a sont empilés un par-dessus l'autre, comme on dit. Mais je dirais, là, les fans les plus intenses que j'ai vus, là, c'est si vous tapez sur YouTube Bowman Gray, c'est un stade de football qui ont fait de l'asphalte autour. Puis quand que le football est fini, ils en font plus de football là, mais je suis allé plusieurs fois, puis ça a l'air d'un stade de football. Là. Il n'y a aucune inclinaison, puis il y a des gradins tout le tour, puis c'est tout petit. Les fans là, c'est redneck, c'est incroyable. Attends un peu, un gars de la Beauce qui dit que c'est redneck, ça doit être redneck. Hey, je te dis, là, des fingers, là, des fans des estrades avec des pancartes faites pour... T'intimider ou intimider du monde? Le pilote qui haïsse, là, j'ai rarement vu de quoi d'impressionnant de même. Ah ouais. Puis je te dis, les estrades sont comme le monde qui haïsse un pilote se plaçait à la sortie des virages, puis il collait le pancarte, là, puis il se penchait pour être sûr que le gars le voie quand il sortait du virage. Puis je sais pas, c'était pas marqué des belles choses. C'est là que j'ai vu, mais j'ai jamais coursé à cet endroit, mais c'est là que j'ai vu le monde le plus débile. Wow. C'est ça. Check le monde. Il y a du monde partout. C'était impressionnant, puis c'est hyper petit. Mais là, c'est pas juste une parade, là. Vous roulez, non, ça, parlé, mais ça roule dans un moment donné, ça roule vite, là. Ouais, ça, c'est... le départ n'est pas lancé encore, là, mais je vous le dis, là, c'était incroyable. Les premiers en bas dans la rangée, là, quand que le gars sortait du virage, là, il tombait, pour moi, yeux... on dirait une piste de course à pied tellement que c'est pas grand. On dirait aussi que ça n'a pas l'air tellement dans les normes de sécurité d'aujourd'hui. Pas tant, là. Ben, c'est ça, moi, quand j'étais allé là, j'avais vu ça sur Internet. Puis c'était comme à 2 heures de où que je restais. Fait que j'ai dit, il faut que j'aille voir ça un jour. Puis j'étais allé 2 semaines d'affilée, là, parce qu'il y avait des courses tout le temps. Puis c'est toujours plein au bouchon. Puis je capotais. Ça, c'est en Caroline, ça? Ça, Richard, là, comme dirait notre ami Franck Belzile, tu Ouais. fais le tour des estrades, puis les spectateurs, tu fais une dent, pas de dent, une dent, pas de dent. Surtout eux qui étaient dans la dernière rangée. Ouais. Eux, là, ils devaient dormir le soir quand ils arrivaient parce que je te dis, ils étaient debout du début à la fin, puis c'était les mains dans les airs, puis c'était les doigts d'honneur, c'était tout. Wow. Avant de terminer, là, cette année, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Cette saison? Ouais, je vais défendre mon titre de champion avec la rue Motorsport en ACT LMS au Québec. Après ça, je vais faire, comme c'est là, 2 courses sur la terre battue avec New Holland et le Grand Prix de Trois-Rivières. Après ça, je vais faire en NASCAR Pinties avec la rue, encore une fois, et XPN. Puis Innovation Autosport, la nouvelle équipe qui est Kevin Lacroix qui s'est jumelé avec Mathieu Kingsbury. C'est avec cette écurie-là que je vais faire Vallée-Jonction. Après ça, Icar et Montmagny. Et Trois-Rivières, ça reste à discuter encore, là, tout dépendamment s'il y a une voiture pour moi ou non.
Ça te donne combien de courses au total, à peu près? Je crois que ça va être une vingtaine de courses. C'est bon, cet ça, été, c'est là. une pas pire saison. Ouais, c'est une bonne saison. Puis d'habitude, me connaissant, il en rajoute. OK. On en rajoute dernière minute. Là. OK. On finit toujours par trouver des trous à quelque part dans l'horaire. Puis aussi, comme avec la rue, les voitures ACT, c'est très fort aux États-Unis. Fait que OK. ça se peut qu'on aille au New Hampshire, au Vermont, si la saison se déroule bien ici au Québec. OK. Cool. Ben, les gars, ça se termine là-dessus. Absolument. Moi, Merci j'y beaucoup souhaite d'avoir le été là. meilleur. Puis Mais j'espère yes. que dans 10 ans, on parle de ta carrière extraordinaire au Canada. C'est aux une États-Unis. évidence. Merci beaucoup. Dans 10 ans, quand il va avoir juste 32 Hey, ans. dans 10 ans, tu vas quasiment à la retraite. moi. Ah, ouais. Hey, je te souhaite la retraite. Je te souhaite la retraite. Une bonne retraite. Hey, merci, Raphaël. Yes, merci à vous. Là. Merci. Trace de break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et de Kia Longueuil, en mouvement de génération en génération.